Dans les brumes de la Baltique, au tournant du Xe siècle, une forteresse s'élevait sur les côtes de ce qui est aujourd'hui la Pologne. Son nom, Jomsborg. Son secret, abriter la plus redoutable confrérie de guerriers que le monde viking ait jamais connue. Les Jomsvikings n'étaient pas de simples raiders venus piller quelques villages côtiers. Ces hommes formaient une armée de mercenaires professionnels, soudés par un code d'honneur inflexible et une discipline militaire sans égale dans toute la Scandinavie. Les sources divergent sur la création de cette confrérie. Selon la Jomsvikinga saga, un guerrier danois du nom de Palnatoke aurait fondé l'ordre après avoir reçu des terres du chef slave Borislav. D'autres récits attribuent de la fondation au roi Harald Bluetooth du Danemark, qui aurait conquis une place forte appelée Julinum, avant de la confier à un prince suédois en exil, Styrbjörn le Fort. En 2014, la découverte en Suède du disque de Kurmsund, un médaillon en or portant une inscription latine, a révélé qu'Harald Bluetooth se proclamait roi des Danois, de Skani, de Jomsborg et du diocèse d'Aldimbourg. Cette pièce confirme le lien étroit entre le monarque danois et la mystérieuse forteresse. Palnatoke grandit sur l'île de Fyn au Danemark. Enfant intelligent et aimé de tous, il perdit son père très jeune et dut aider sa mère à gérer les possessions familiales. Dès qu'il fut assez âgé, il partit en raid viking pour piller et s'enrichir. Vers 980, avec 12 navires, il vogua jusqu'au pays de Galles, où le chef viking Stefnir l'accueillit chaleureusement et lui offrit sa fille Olaf en mariage. Palnatoke devint jarl et reçut la moitié du royaume de son beau-père. Mais cette vie paisible et confortable ne lui convenait pas. Quelque chose en lui réclamait l'action, le fracas des armes, la gloire des batailles. Il retourna au Danemark avec sa femme et laissa un proche, Bjorn le Breton, gérer ses terres galloises à la place de Stefnir vieillissant. Le problème avec Harald Bluetooth dépassait les simples considérations territoriales. Le roi danois avait embrassé le christianisme et cherchait à convertir son peuple par tous les moyens. Palnatoke, fervent adorateur des anciennes divinités nordiques, voyait dans cette entreprise une trahison de leurs traditions ancestrales. La tension entre les deux hommes atteignit son paroxysme lorsque Harald, pour humilier le guerrier païen, le força à accomplir un exploit insensé. Il ordonna à Palnatoke de tirer une flèche dans une pomme placée sur la tête de son propre fils, qui devait courir en descendant une colline. Cette histoire, qui évoque d'autres récits germaniques comme celui de Guillaume Tell, illustre la cruauté du roi envers ses opposants. Palnatoke réussit l'exploit, mais n'oublia jamais l'affront. Certains historiens suggèrent que Palnatoke cherchait aussi à venger son grand-père, le jarl Ottar, tué lors de l'invasion de Götaland par Harald Bluetooth. Quoi qu'il en soit, Palnatoke bâtit Jomsborg, une immense forteresse où les Jomsvikings vécurent et s'entraînèrent. Vieillissant et affaibli, il transmit avant sa mort son royaume à son petit-fils Vagne et demanda aux Jomsvikings d'être braves, honorables et de respecter le jeune homme. Quand Palnatoke mourut, tous les membres de la confrérie pleurèrent sa disparition. Personne ne pouvait se mesurer au plus grand des Jomsvikings. Jomsborg demeure l'un des plus grands mystères archéologiques de l'époque viking. Son emplacement exact fait toujours débat parmi les historiens. Les Nordisk Familjebok, encyclopédie suédoise publiée entre 1876 et 1957, affirme que la forteresse se trouvait sur la côte est de l'île de Wolin, sur la colline Silberberg au nord de la ville de Wolin, en Pologne. En 2019, un document controversé, le Gesta Wolinensis Ecclesiae Pontificum a fourni des coordonnées précises près de Paprotno, en Pologne. Le chercheur Sven Rosborn a visité le site et confirme que l'endroit correspond aux descriptions des sagas, avec des artefacts de surface datant de la période d'existence de Jomsborg. Les sources varient considérablement sur la taille de la forteresse. Certaines évoquent un port pouvant accueillir entre 30 et 300 navires. La baie était protégée par une tour de pierre montée sur une arche, fermée par des portes d'acier. Des catapultes garnissaient les fortifications. Les chefs vikings légendaires qui y résidèrent incluaient Palnatoke, Styrbjörn le Fort, Sven Ier de Danemark, Sigvaldi Strutt Haraldsson, Thorkel le Grand et son frère Hemming. D'autres sources suggèrent qu'il ne s'agissait que d'un bourg marchand avec une garnison danoise.
L'incertitude provient du fait qu'une garnison était constituée principalement de Wendes, peuple slave vivant dans le nord-est de l'Allemagne actuelle, commandé par des Danois. Des hommes des terres de l'Est arrivaient également à Jomsborg, suggérant un mélange ethnique. Une source chrétienne de l'époque décrit Jumn comme la plus noble des cités, offrant un centre commercial largement connu aux barbares et aux Grecs qui y vivaient sur un pied d'égalité. Ce qui distinguait vraiment les Jomsvikings des autres guerriers vikings, c'était leur code de conduite impitoyable. La Jomsvikinga saga décrit un ensemble de règles strictes que chaque membre devait suivre sous peine d'expulsion immédiate. Seuls les hommes de 18 à 50 ans ayant prouvé leur valeur au combat pouvaient intégrer la confrérie. L'unique exception documentée fut Vagn Åkesson, le petit-fils de Palnatoke, qui vainquit Sigvaldi Strut Haraldsson en combat singulier à l'âge de 12 ans. Pour être admis, les candidats devaient accomplir une prouesse physique spectaculaire, généralement sous la forme d'un holmgang, un duel rituel avec un Jomsviking établi. Ces affrontements n'étaient pas de simples démonstrations. Le sang coulait, les os se brisaient, et seul le plus fort survivait pour rejoindre les rangs de l'élite. Une fois accepté, le nouveau membre jurait de défendre ses frères d'armes et de venger leur mort si nécessaire. Il était interdit de parler en mal de ses compagnons ou de se disputer avec eux. Les conflits internes devaient être arbitrés par les officiers de l'ordre. Les Jomsvikings ne devaient jamais connaître la peur, ni fuir devant un ennemi d'une force égale ou inférieure. Une retraite ordonnée face à des forces numériquement supérieures restait acceptable. Tous les butins de bataille devaient être distribués équitablement entre les membres. Aucun Jomsviking ne pouvait s'absenter plus de 3 jours de Jomsborg sans la permission de la fraternité. Aucune femme ni enfant n'était acceptée dans les murs de la forteresse, même comme captif. On ignore si les Jomsvikings avaient l'interdiction de se marier ou d'avoir des liaisons avec des femmes en dehors des murs. Cette discipline martiale les rapprochait davantage d'un ordre militaire que d'une simple bande de guerriers. Des siècles plus tard, les ordres chevaleresques chrétiens, comme les Templiers, s'inspireraient de structures similaires. Les Jomsvikings restaient farouchement païens dans un monde viking qui se convertissait progressivement au christianisme. Ils vénéraient Odin et Thor avec une dévotion fanatique. Pourtant, leur pragmatisme légendaire les poussait à combattre pour n'importe quel seigneur capable de payer leurs honoraires substantiels, même s'il était chrétien. Cette dualité entre ferveur religieuse et mercenariat professionnel faisait d'eux des alliés précieux mais imprévisibles. Dans les années 980, Styrbjörn le Fort, prince suédois en exil, prit le commandement des Jomsvikings. Fils du roi suédois Olof Björnsson, mort empoisonné, Styrbjörn soupçonnait son oncle Eric d'être responsable du meurtre. Le Thing suédois lui refusa la couronne. Furieux, Styrbjörn fit des Jomsvikings son instrument de vengeance, mais il voulait d'abord constituer une force encore plus imposante. Sa méthode, piller le royaume nouvellement créé du Danemark jusqu'à ce que le roi Harald Bluetooth demande un arrangement. Harald offrit sa fille Thyra en mariage à Styrbjörn. Le prince accepta, puis s'éloigna momentanément. Il revint peu après avec 1000 dracars et força les Danois à lui fournir 200 navires supplémentaires, ainsi que tous les hommes qu'il jugeait utiles, y compris le roi lui-même. Il mit ensuite le cap sur la Suède avec son armada. Quand le roi Éric apprit que la flotte avait pénétré dans le Mälaren, il envoya le signal du feu sacré dans toutes les directions et rassembla le Leidang, l'armée de conscription, à Uppsala. Les forces de Styrbjörn marchèrent vers Uppsala. Lorsque les Suédois tentèrent d'arrêter leur avance dans la forêt, il menaça de provoquer un incendie de forêt. Cette tactique convainquit les Suédois de les laisser passer avec leurs hommes. Le conseiller Tornir suggéra au roi Éric d'attacher ensemble du bétail et de les harnacher avec des lances et des épées. Quand l'ennemi s'approcha sur la plaine de Fyrisvellir, des esclaves poussèrent le troupeau vers les Jomsvikings, semant le chaos dans leurs rangs. Styrbjörn, chef de guerre excellent, rétablit rapidement l'ordre. Le combat dura toute la journée et la suivante sans qu'aucun camp ne prenne l'avantage, même si le roi Éric avait reçu d'importants renforts. Selon le Styrbjarnar Tatrasviakapa, durant la seconde nuit, Styrbjörn sacrifia à Thor. Plus tard, un homme à barbe rousse apparut dans son camp
et récita un poème skaldique déclarant qu'il était en colère d'avoir été dérangé par Styrbjörn et prédisant la défaite. Éric, de son côté, se rendit au temple d'Odin et sacrifia pour obtenir la victoire, promettant de se donner au dieu après 10 ans. Cette nuit-là, un homme grand portant un chapeau rabattu sur son visage apparut dans son camp et lui remit un roseau. Il ordonna à Éric de le tirer sur l'armée adverse en disant « Odin aider Allah », qu'Odin vous est tous. Le lendemain, Éric obéit au commandement d'Odin. Le roseau sembla se transformer en javelot tandis qu'il volait au-dessus des forces de Styrbjörn, qui furent tous frappés de cécité. Puis une avalanche descendit de la colline et les ensevelit tous, tuant tous les Jomsvikings, y compris Styrbjörn. Le roi Harald et les Danois s'enfuirent vers leurs navires et naviguèrent vers leur patrie. En partant, ils virent une lance voler au-dessus de leur tête. 3 pierres runiques de cette époque témoignent de morts héroïques à Uppsala, probablement 3 Jomsvikings. La pierre de Högby déclare « Le bonhomme libre Gulli avait 5 fils. Le brave champion Asmund tomba sur les Fyris. La pierre DR 295 proclame « Eskil dressa cette pierre pour Toki Gormson, son chef de guerre bien-aimé. Il ne s'enfuit pas à Uppsala. Les champions érigèrent cette pierre pour leurs frères sur la colline. Ils étaient des proches de Toki. » La pierre de Cherup affirme « Il ne s'enfuit pas à Uppsala, mais combattit aussi longtemps qu'il lui resta des armes. » Le skalde islandais Thorvaldr Hjaltason, qui participa à la bataille du côté suédois, la commémora également dans ses poèmes. Cette défaite catastrophique en 984 ou 985 marqua un tournant pour les Jomsvikings. Leur aura d'invincibilité venait de voler en éclats. Les sagas attribuaient leur échec au pacte entre Éric et Odin. Mais la réalité tactique était plus prosaïque. Même les meilleurs guerriers du monde ne peuvent vaincre lorsque les dieux eux-mêmes se dressent contre eux, du moins selon la croyance populaire de l'époque. Un an après le désastre d'Uppsala, en 986, les Jomsvikings subirent une autre défaite majeure. Cette fois, leur cible était la Norvège et son jarl Håkon Sigurdsson. Sigvaldi Strutt Haraldsson, qui avait succédé à Palnatoke comme chef des Jomsvikings, mena l'assaut. Lors d'un banquet organisé par Sven Ier de Danemark en l'honneur des Vikings de Jomsborg, le roi enivra ses invités puis les engagea à faire des vœux. Sigvaldi jura de tuer ou de chasser le jarl Håkon. Les autres s'engagèrent à le suivre. Vang ajouta le serment de tuer Thorkel Leira et de coucher avec sa fille Ingibjörg. Sigvaldi partit le lendemain avec 120 bateaux. Håkon, averti de l'attaque, rassembla avec l'aide de ses fils une flotte de 360 navires dans la baie de Jorunga. Au début du combat, les Vikings de Jomsborg prirent l'avantage, mais Håkon sacrifia son fils de 7 ans à sa déesse tutélaire, Thorgerd Helgabrud. Selon la saga, les éléments se déchaînèrent. Thorgerd et d'autres créatures combattirent aux côtés de Håkon, et la victoire changea de camp. Une tempête de grêle s'abattit sur les Jomsvikings. Les flèches ennemies volaient si drues qu'elles ressemblaient à un rideau de pluie. Sigvaldi décida de fuir avec ses navires, abandonnant ses frères d'armes au milieu de la bataille. Les hommes qui poursuivirent le combat furent vaincus. Beaucoup de Jomsvikings furent capturés et condamnés à mort, mais leur comportement face à l'exécution devint légendaire. Les récits racontent qu'ils marchèrent vers leur mort sans montrer la moindre peur, tenant leurs promesses jusqu'au bout. Certains plaisantaient avec leurs bourreaux, d'autres demandèrent simplement qu'on leur coupe la tête proprement pour ne pas déshonorer leur rang. Un Jomsviking demanda qu'on tienne ses cheveux pendant que la hache tombait pour que sa tête ne touche pas le sol boueux. Au moment de l'exécution, il retira brusquement sa tête. La lame trancha les mains de l'homme qui tenait ses cheveux. Le Jomsviking se releva en riant et déclara qu'il avait vengé ses camarades tombés. Certains affichèrent une telle bravoure que les Norvégiens les épargnèrent. Après ces 2 défaites décisives à Uppsala et Hjörungavagr, le prestige des Jomsvikings diminua considérablement. Leur réputation d'invincibilité était brisée. Pourtant, ils restaient une force militaire redoutable et leur discipline légendaire continuait d'impressionner leurs contemporains. L'année 1000 marqua un tournant dans l'histoire scandinave. Olaf Tryggvason, roi de Norvège, menait une campagne agressive de christianisation, utilisant menaces, tortures et exécutions pour briser la résistance païenne.
En quelques années, la Norvège était devenue, au moins nominalement, un pays chrétien. Mais Olaf s'était fait de nombreux ennemis. Les plus notables étaient Eirik Jarl, fils du déchu Håkon Sigurdsson, et Sven Barbefourchu, roi du Danemark, qui estimaient tous deux qu'Olaf les avait privés de leur part de la Norvège. Olaf avait tenté de courtiser Sigrid la Hautaine, veuve du roi suédois Éric le Victorieux, mais il exigea qu'elle se convertisse au christianisme. Sigrid refusa avec dédain. Olaf, furieux, la gifla et déclara qu'elle était une chienne païenne. Sigrid répliqua que cette gifle pourrait bien coûter la vie au roi. Elle ne plaisantait pas. Olaf épousa ensuite Thyri, sœur de Sven Barbefourchu, prétendument sans le consentement du roi danois, provoquant sa colère. Ces alliances matrimoniales désastreuses scellèrent ce destin d'Olaf. À la fin de l'été 1000, Olaf organisa une flotte pour voguer vers la Wendland afin de récupérer la dot de Thyri. En réalité, il cherchait probablement des alliés pour une guerre imminente contre le Danemark et la Suède, mais il n'obtint aucun succès. Une partie de sa flotte était commandée par le Jarl Sigvaldi, alors chef des Jomsvikings. Sigvaldi, bien que nominalement allié d'Olaf, avait conclu un pacte avec les ennemis du roi de Norvège. Sven Barbefourchu, Olaf Skotkonung de Suède et Eirik Håkonarsson avaient forgé une alliance secrète pour abattre Olaf Tryggvason. Les rumeurs d'une embuscade de Sven parvinrent à Olaf en Wendland, mais Sigvaldi fut prompt à démentir ces bruits, convainquant Olaf de leur fausseté. En vérité, au large de l'île de Svolder, un danger terrible l'attendait, déguisé sous les traits de ses ennemis. Alors qu'Olaf prenait la mer pour rentrer en Norvège après avoir échoué à obtenir des alliés en Wendland, Sigvaldi, accompagné de ses flottes de Jomsvikings, naviguait aux côtés des navires d'Olaf, le conduisant droit dans le piège ennemi. Les sources divergent sur la taille de la flotte d'Olaf. La plupart des sagas affirment qu'il ne disposait que de 11 navires pendant la bataille, bien qu'il ait probablement commandé une flotte plus importante, peut-être 60 et 11 vaisseaux. Une partie de sa flotte déserta vers la coalition dano-suédoise, tandis que d'autres navires furent autorisés à passer l'île de Svolder avant que le piège ne se referme. Les Alliés laissèrent passer le gros des bateaux norvégiens, puis attaquèrent lorsqu'Olaf apparut avec ses meilleurs vaisseaux. Le roi aurait pu les distancer en utilisant simultanément rames et voiles, mais il réagit en guerrier viking et fit face à l'ennemi. La flotte d'Olaf était menée par le Long Serpent, Ormrin Langi, le plus grand navire du Nord, avec ses 34 bancs de rameurs. Ce drakkar légendaire devint le centre de la bataille. Face à lui se dressaient au moins 70 navires ennemis, peut-être même des centaines, selon certaines sources. Olaf commença par rejeter avec mépris les flottes danoises et suédoises avec des insultes ethniques et de la bravade. Mais il admit qu'Eirik Håkonarsson et ses hommes étaient dangereux, car ils sont norvégiens, comme nous. Le combat fut féroce. Les navires d'Olaf furent de capturer un par un. Le Jarl Eirik commandait un navire unique dans la flotte coalisée, l'Iron Ram, le bélier de fer. La proue de ce vaisseau était barbue, c'est-à-dire renforcée par des bandes de fer, ce qui en faisait une arme redoutable dans les combats navals. Alors que les navires d'Olaf tombaient, le Long Serpent devint de plus en plus assiégé. L'épisode le plus célèbre de la bataille est la rupture de l'arc d'Einar Tambarskelfir. Ce guerrier redoutable tirait flèche sur les ennemis lorsque son arc se brisa avec un craquement retentissant. Olaf demanda ce qui venait de se rompre. « La Norvège de tes mains, roi !» répondit Einar. Cette réplique devint proverbiale, annonçant la défaite imminente. Malgré les efforts vaillants de ses hommes, la pression implacable de la flotte du Jarl Eirik et du roi Sven força finalement Olaf à abandonner le navire. Les récits divergent sur sa mort. Les sources danoises affirment qu'il se suicida en sautant dans la mer plutôt que de se rendre, son armure lourde l'entraînant rapidement dans les profondeurs de la Baltique. Les récits norvégiens suggèrent qu'il aurait pu s'échapper, peut-être avec l'aide d'anges ou de navires Wend. Certaines légendes prétendent qu'il s'enfuit à Byzance ou dans un ermitage, reflétant son statut mythique. À l'instar de Charlemagne, du roi Arthur, de Frédéric Barberousse ou de Sébastien Ier du Portugal, Olaf ne pouvait mourir dans l'âme de son peuple qui attendait et espérait son retour.
Le rôle des Jomsviking dans cette bataille reste ambigu. Sigvaldi mena-t-il ses hommes aux côtés des ennemis d'Olaf ou déserta-t-il simplement avant le combat? Certaines sources suggèrent que les Jomsvikings combattirent activement contre Olaf, peut-être pour contrer la christianisation de la Scandinavie que le roi norvégien poursuivait agressivement. D'autres affirment que Sigvaldi se contenta de trahir Olaf en l'attirant dans l'embuscade avant de fuir. Quoi qu'il en soit, la bataille de Svolder marqua l'un des moments les plus dramatiques de l'ère viking et consolida la domination danoise en Scandinavie. Après la victoire, la Norvège fut divisée. Les parties centrales et septentrionales tombèrent sous contrôle suédois. Le jarl Eirik Håkonarson consolida sa mainmise sur l'Ad. Le district de Viken autour d'Oslo passa directement sous domination danoise, le reste de la Norvège étant placé sous vassalité danoise. Cette fragmentation permit un retour de la liberté religieuse, beaucoup de sujets revenant à leurs croyances païennes, sapant les efforts de christianisation d'Olaf Tryggvason. La division de la Norvège permit à la couronne danoise de maintenir une influence significative sur la région, inaugurant une période de contrôle étranger. Thorkel le Grand incarne le crépuscule glorieux des Jomsvikings. Né dans les années 950 en Scanie méridionale, fils du roitelet Strut Harald, Harald au casque conique, ainsi nommé pour son casque d'or de 2 kg, en forme de cône, Thorkel avait du sang royal dans les veines. Son oncle n'était autre que Harald Bluetooth et son grand-père Gorm l'Ancien, premier roi du Danemark. La stature physique de Thorkel dépassait même celle des Vikings ordinaires, qui étaient déjà un peuple grand. On ne peut qu'imaginer l'imposante carrure de cet homme qui devint connu comme Thorkel le Grand. Son frère Sigvaldi commandait initialement les Jomsvikings et leur légendaire forteresse de Jomsborg sur l'île de Volyn. Thorkel participa à 2 batailles majeures dans sa jeunesse, la bataille de Hjörungavágr en 986, combattue dans une tempête de grêle selon la légende, et la bataille de Svolder en 1000. Après la désastreuse retraite de Sigvaldi à Hjörungavágr et sa trahison à Svolder, Thorkel prit la tête des Jomsvikings. Il s'assit sur le trône du commandant, son cadre massif débordant du siège, désormais seigneur avec le pouvoir de lever une horde de guerriers redoutés. L'âge ne ralentit pas Thorkel. L'homme avait déjà plus de 50 ans lorsqu'il attaqua l'Angleterre en 1009. En août de cette année-là, une grande armée danoise menée par Thorkel débarqua sur les côtes de Sandwich. Ils marchèrent d'abord vers Canterbury, mais les habitants du Kent leur versèrent promptement 3000 livres d'argent pour détourner l'armée de l'attaque. Thorkel se tourna alors vers Londres et tenta de prendre la ville à plusieurs reprises, mais rencontra une résistance féroce et abandonna finalement l'attaque. Pendant 3 ans, il ravagea le sud de l'Angleterre, extorquant des sommes considérables aux anglo-saxons terrifiés. Le 8 septembre 1011, l'armée de Thorkel revint à Canterbury et assiégea la ville pendant 2 semaines. Elle finit par la prendre grâce à la trahison d'un homme nommé Ælfmaer, dont la vie avait été précédemment sauvée par l'archevêque de Canterbury, Ælfhéa. Thorkel et ses hommes occupèrent Canterbury et prirent plusieurs otages importants, dont Ælfhéa lui-même, retenu prisonnier pendant 7 mois. Durant sa captivité, Ælfhéa saisit l'opportunité de convertir autant de Scandinaves païens que possible au christianisme, provoquant des tensions. L'armée exigea 3000 livres d'argent supplémentaires pour la libération de l'archevêque, mais Ælfhéa refusa courageusement d'être rançonné ou de faire payer son peuple aux envahisseurs. En conséquence, Ælfhéa fut assassiné par les hommes de Thorkel lors d'un festin ivre à Greenwich le 19 avril 1012. Les Scandinaves le bombardèrent d'os de bétail et de têtes avant qu'un homme ne l'achève d'un coup à l'arrière du crâne avec le manche d'une hache. Thorkel aurait tout fait pour empêcher la mort de l'archevêque, offrant aux attaquants tout ce qu'il possédait pour arrêter le meurtre, à l'exception de son navire. Quelqu'un, possiblement Thorkel, aurait transporté le cadavre à Londres le lendemain du meurtre. La chronique anglo-saxonne rapporte « L'armée de Raiders devint très excitée contre l'évêque, parce qu'il ne voulait pas leur offrir d'argent et interdisait qu'on accorde quoi que ce soit en échange de lui. Ils étaient aussi très ivres, car on avait apporté du vin du sud. Puis ils saisirent l'évêque, le menèrent à leur tribunal le samedi de l'octave de Pâques, et là le bombardèrent d'os et de têtes de bétail. Et l'un d'eux le frappa sur la tête avec le manche d'une hache, de sorte qu'avec ce coup il s'effondra, et son sang sacré tomba sur la terre, et il envoya son âme sainte au royaume de Dieu.
certaines sources mentionnent que le coup fatal fut porté comme un acte de miséricorde par un converti chrétien nommé Thrum. Thorkel était bouleversé par la mort de l'archevêque. Il sentait qu'il perdait le contrôle de ses hommes. L'armée de Thorkel cessa finalement ses attaques à travers le sud de l'Angleterre, mais seulement après qu'une grande série de paiements de Danegeld furent effectués, culminant à 48 000 livres d'argent. Une pierre runique en Uppland, Suède, commémore un viking nommé Ulfr qui prit part à ce Danegeld avec Thorkel le Grand. Dégoûté par le meurtre de l'archevêque et les excès de ses propres hommes, Thorkel prit une décision qui choqua le monde viking. En 1012, il changea de camp et offrit ses services au roi Ethelred II d'Angleterre, emmenant avec lui 45 navires de guerre. Cette décision avait peut-être été influencée par le comportement violent de ses hommes et la mort d'Elfhéa. L'ironie était savoureuse. Le chef des Jomsviking, qui avait terrorisé l'Angleterre pendant des années, devenait désormais le protecteur du royaume contre d'autres envahisseurs scandinaves. Ethelred paya Thorkel et sa flotte 21 000 livres d'argent pour leur service en 1012 et 10 500 livres supplémentaires en 1013. Quand Sven Barbe Fourchu, roi du Danemark, envahit l'Angleterre en 1003, Thorkel défendit Londres aux côtés d'Ethelred. La ville résista au siège danois, principalement grâce à Thorkel et ses Jomsviking. Mais Sven conquit rapidement le reste du pays, et Ethelred dut fuir en Normandie. Thorkel resta à Londres avec Emma de Normandie, la femme d'Ethelred, et ses enfants. Sven devint roi d'Angleterre en décembre 1003, mais mourut subitement quelques semaines plus tard, le 3 février 1004. Son fils Canute, lui succéda brièvement avant que les conseillers anglais ne rappellent Ethelred du continent, à condition qu'il gouverne plus justement qu'auparavant. Ethelred revint en février 1014 avec une armée, forçant Knut à fuir. Le prince danois retourna au Danemark rassembler une nouvelle force d'invasion. Thorkel continua de servir Ethelred fidèlement. Mais en 1015, une nouvelle ère commença. Knut revint en Angleterre avec une puissante armée. Ethelred mourut en avril 1016, son fils Edmund Côte-de-Fer lui succédant. La guerre entre Edmund et Knut ravagea l'Angleterre. Thorkel combattit aux côtés d'Edmund, ses Jomsviking formant le noyau dur de l'armée anglaise. 6 batailles majeures furent livrées en quelques mois. Edmund remporta plusieurs victoires, mais ne put infliger de défaite décisive à Knut. La bataille d'Assandun en octobre 1016 marqua le tournant. Edmund subit une défaite catastrophique, perdant des milliers d'hommes. Les sources suggèrent que la trahison joua un rôle dans cette débâcle. Après Assandun, Edmund et Knut négocièrent un accord divisant l'Angleterre. Edmund conserverait le Wessex tandis que Knut contrôlerait la Mercie et probablement la Northumbrie. Mais Edmund mourut mystérieusement le 30 novembre 1016, laissant Knut comme unique roi d'Angleterre. Thorkel, pragmatique comme toujours, changea de camp une fois de plus. Il se rapprocha de Knut et devint l'un de ses conseillers les plus influents. En 1017, Knut divisa l'Angleterre en 4 comtés, confiant l'East Anglia à Thorkel. Le vieux guerrier Jomsviking, approchant maintenant les 70 ans, devint l'un des hommes les plus puissants du royaume. Il servit également comme régent d'Angleterre lorsque Knut voyageait au Danemark. La chronique anglo-saxonne rapporte qu'en 1007, Knut et Thorkel attaquèrent ensemble l'Angleterre, suggérant une alliance étroite. Mais cette relation ne dura pas. En 1021, Knut et Thorkel se brouillèrent. Les raisons exactes restent obscures. Certaines sources suggèrent que Thorkel était devenu trop puissant, d'autres qu'il avait critiqué les méthodes de Knut. Le roi bannit Thorkel d'Angleterre. Le vieux guerrier retourna au Danemark avec ses navires et ses hommes. Mais Knut ne pouvait se passer longtemps des talents militaires de Thorkel. En 1023, les deux hommes se réconcilièrent lors d'une rencontre dramatique. Knut confia à Thorkel le gouvernement du Danemark tandis que lui-même retournait en Angleterre avec le fils de Thorkel comme otage. La dernière mention de Thorkel le Grand date de 1024 ou 1025. Après cette date, il disparaît des chroniques. Certains historiens pensent qu'il mourut peu après avoir pris le gouvernement du Danemark.
d'autres suggèrent qu'il tomba en disgrâce une dernière fois et fut exilé ou exécuté. Quoi qu'il en soit, la mort de Thorkel marqua symboliquement la fin des Jomsviking comme force militaire organisée. L'homme qui avait été leur dernier grand chef, qui avait combattu pendant plus de 40 ans sur tous les champs de bataille de la Scandinavie et de l'Angleterre, disparaissait dans les brumes de l'histoire. Après la disparition de Thorkel, les références aux Jomsviking deviennent rares et fragmentées dans les sources historiques. La forteresse de Jomsborg elle-même semble avoir perdu de son importance stratégique. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin rapide de la confrérie la plus redoutée du monde viking. La christianisation progressive de la Scandinavie sapait les fondements idéologiques des Jomsviking. Ces guerriers farouchement païens trouvaient de moins en moins leur place dans un monde viking qui embrassait la croix. Les rois chrétiens de Norvège, du Danemark et de Suède ne faisaient plus appel à des mercenaires païens dont la loyauté envers les anciens dieux primait sur toute allégeance temporaire. Les ordres monastiques et chevaleresques chrétiens commençaient à émerger, offrant une alternative structurée aux jeunes guerriers en quête de discipline et de fraternité. L'évolution des tactiques militaires joua également un rôle. Les grandes batailles navales de l'ère viking cédaient progressivement la place à des sièges terrestres et des campagnes de conquête territoriale. Les Jomsviking, spécialisés dans les raids maritimes et les combats navals, trouvaient moins d'opportunités d'employer leurs compétences légendaires. Les armées féodales permanentes des royaumes scandinaves consolidés offraient une alternative plus stable et plus prévisible que les mercenaires imprévisibles de Jomsborg. La géopolitique de la Baltique changeait rapidement. La Pologne, devenue chrétienne sous Mieszko Ier en 966, cherchait à étendre son contrôle sur les côtes baltes. Les ports-Wende comme Jumneh ou Volyn perdaient leur indépendance face aux pressions des royaumes chrétiens voisins. Jomsborg, si elle existait vraiment comme forteresse distincte, ne pouvait survivre dans ce nouvel environnement politique. La garnison danoise qui la contrôlait fut probablement retirée ou absorbée par les forces polonaises émergentes. Les dernières mentions des Jomsviking datent du milieu du XIe siècle. Selon la Heimskringla de Snorri Sturluson, des guerriers se réclamant de Jomsborg participèrent encore à quelques raids mineurs en Norvège dans les années 1040 et 1050. Mais ces références sporadiques suggèrent une organisation en déliquescence plutôt qu'une confrérie martiale disciplinée. Les véritables Jomsvikings, ceux qui respectaient le code de fer de Palnatoke, avaient probablement disparu avec Thorkel le Grand. Paradoxalement, la disparition des Jomsviking en tant qu'organisation militaire marqua le début de leur immortalité légendaire. Les Skalds islandais, gardiens de la mémoire collective nordique, transformèrent ces guerriers en figures mythiques incarnant l'idéal viking. La Jomsvikinga saga, rédigée en Islande au XIIIe siècle, 200 ans après la disparition présumée de la confrérie, présente un récit hautement romanesque de leurs exploits. Cette saga mélangeait habilement faits historiques et embellissements légendaires. Les batailles de Hjörungavágr et Svolder y sont décrites avec force détail, mais agrémentées d'interventions divines, de présages surnaturels et de prouesses physiques défiant toute vraisemblance. Palnatoke y apparaît comme un héros quasi mythique, capable de tirer une flèche dans une pomme placée sur la tête de son fils qui court. Thorkel le Grand devient un géant capable de soulever un bœuf d'une seule main. Les Jomsvikings affrontent la mort avec une bravoure stoïque digne des héros antiques. Les historiens modernes débattent encore de la réalité historique des Jomsvikings. Certains, comme l'archéologue danois Sven Rosborn, croient mais fermement à l'existence de Jomsborg comme forteresse militaire réelle. Rosborn a consacré des années à rechercher le site, identifiant plusieurs emplacements potentiels le long des côtes baltes. D'autres chercheurs, plus sceptiques, suggèrent que Jomsborg n'était qu'un comptoir commercial ordinaire, avec une garnison danoise, et que les Jomsvikings eux-mêmes n'étaient qu'une bande de mercenaires danois, comme il en existait beaucoup à l'époque viking. La vérité se situe probablement entre ces deux extrêmes. Les sources contemporaines, notamment Adam de Brême écrivant vers 1075, mentionnent effectivement Jumn comme un port important contrôlé par les Danois. Des inscriptions runiques commémorent des guerriers tombés à Uppsala et ailleurs, suggérant l'existence de bandes organisées de guerriers d'élite. Le fait que plusieurs rois danois et suédois aient cherché à contrôler ou s'allier avec les forces de Jomsborg
indiquent que cette organisation représentait une puissance militaire significative, même si elle n'était pas aussi massive ou monolithique que les sagas le prétendent. Ce qui reste indiscutable, c'est l'impact culturel des Jomsvikings sur l'imaginaire nordique. Leur code d'honneur strict, leur discipline martiale, leur refus de la peur face à la mort devinrent des modèles pour les générations suivantes. Les ordres chevaleresques scandinaves du Moyen-Âge tardif, comme l'ordre de l'éléphant au Danemark, s'inspirèrent consciemment de l'idéal Jomsviking. Même les romantiques nationalistes du XIXe siècle, cherchant à forger des identités nationales distinctes pour les pays scandinaves, puisèrent dans la légende des Jomsvikings pour illustrer les vertus guerrières nordiques ancestrales. Pour comprendre la complexité du phénomène Jomsviking, il faut examiner les sources médiévales qui les mentionnent. Adam de Brême, chroniqueur allemand du XIe siècle, décrit Jumne comme la plus grande ville de toute l'Europe du Nord, un centre commercial où Slaves, Grecs et autres peuples vivaient ensemble. Il mentionne que la ville possédait un port capable d'accueillir des centaines de navires et que ses habitants étaient de redoutables guerriers. Cette description, bien qu'exagérée, suggère que Jomsborg-Jumne était effectivement un lieu d'importance stratégique. La chronique anglo-saxonne, source contemporaine des événements, mentionne plusieurs fois Thorkel et son armée, mais ne les identifie jamais explicitement comme Jomsvikings. Elle parle simplement d'une grande armée danoise ou d'une armée de vikings. Cette absence de référence spécifique aux Jomsvikings dans une source contemporaine a alimenté le scepticisme de certains historiens. Peut-être que le terme Jomsviking était une appellation islandaise postérieure appliquée rétrospectivement à des mercenaires danois qui, à leur époque, n'utilisaient pas ce nom pour eux-mêmes. Les sagas islandaises, rédigées entre le XIIe et le XIVe siècle, constituent la source principale sur les Jomsvikings. La Jomsvikinga saga, la Heimskringla de Snorri Sturluson et plusieurs sagas de rois norvégiens mentionnent abondamment la confrérie. Mais ces textes furent écrits 2 à 3 siècles après les événements qu'ils décrivent, une période durant laquelle la tradition orale a pu considérablement transformer et embellir les faits historiques. Les skalds islandais n'étaient pas des historiens au sens moderne, mais des conteurs et des poètes cherchant à préserver et glorifier le passé de leur peuple. Certains poèmes skaldiques contemporains des événements, notamment ceux composés par des témoins directs des batailles de Fyrisvellir et Hjörungavagr, mentionnent des guerriers d'élite combattant pour différents seigneurs scandinaves. Ces poèmes, bien que difficiles à interpréter en raison de leur langage hautement métaphorique, constituent nos sources les plus fiables sur l'existence de bandes organisées de guerriers professionnels dans le monde viking de la fin du Xe siècle. Les inscriptions runiques, dispersées à travers la Scandinavie, fournissent des bribes d'informations précieuses. Plusieurs pierres commémorent des hommes tombés à Uppsala, suggérant qu'une force militaire organisée participa effectivement à la bataille de Fyrisvellir aux côtés de Styrbjörn. D'autres pierres mentionnent des guerriers ayant servi sous Thorkel en Angleterre et reçu leur part du Danegeld. Ces inscriptions, gravées dans la pierre par les contemporains des événements, confirment au moins l'existence de chefs militaires comme Thorkel et leur participation à des campagnes historiquement attestées. L'archéologie a longtemps été frustrante pour ceux qui cherchent des preuves concrètes de Jomsborg. L'île de Wolin, en Pologne, identifiée par de nombreux historiens comme le site probable de la forteresse, a été fouillée à plusieurs reprises depuis le XIXe siècle. Ces excavations ont révélé un important centre commercial et artisanal datant de l'ère viking, avec des fortifications en bois et en terre typiques de l'époque. Mais aucune structure monumentale en pierre correspondant aux descriptions grandioses des sagas n'a été découverte. Cette absence de vestiges spectaculaires ne prouve pas nécessairement que Jomsborg n'existait pas. Les fortifications vikings étaient généralement construites en bois et en terre, matériaux qui se décomposent rapidement. Les descriptions médiévales d'arches de pierre et de portes d'acier relèvent probablement de l'embellissement littéraire. Une forteresse viking typique du Xe siècle aurait comporté une palissade en bois, des fossés défensifs et peut-être une tour de guet, structure qui laisse peu de traces archéologiques après 1000 ans. Les fouilles de Wolin ont néanmoins révélé des indices intrigants. Des armes de qualité exceptionnelle, des parures scandinaves, des pièces de monnaie danoises et des objets de prestige suggèrent la présence d'une élite guerrière fortunée. La disposition du site, avec ses fortifications imposantes et son port protégé, correspond au profil d'une base militaire majeure.
Les analyses au carbone 14 datent l'apogée du site entre 950 et 1050, exactement la période où les sagas situent l'existence de Jomsborg. D'autres sites baltes ont été proposés comme candidats potentiels pour Jomsborg. L'embouchure de l'Oder, où se trouve Volyn, offrait un emplacement stratégique parfait pour contrôler les routes commerciales entre la Scandinavie et l'Europe continentale. Les peuples Wend, qui habitaient cette région, entretenaient des relations complexes avec les Danois, oscillant entre alliances et conflits. Un avant-poste militaire danois dans cette zone aurait eu un sens géopolitique évident. Le débat archéologique se heurte à un problème méthodologique fondamental. Comment identifier avec certitude un site comme étant Jomsborg plutôt qu'un simple comptoir commercial viking ordinaire? Les sagas décrivent Jomsborg comme unique, mais archéologiquement, une forteresse viking ressemble à une autre. Sans inscription explicite ou artefact distinctif, l'identification reste spéculative. Certains chercheurs ont même suggéré que Jomsborg était moins un lieu physique spécifique qu'un nom générique donné à plusieurs bases militaires danoises successives le long de la côte balte. Pour comprendre la singularité des Jomsvikings, il faut les comparer aux autres formations militaires d'élite de leur époque. Les housecarls anglo-saxons, garde personnelle des rois anglais, partageaient certaines caractéristiques avec les Jomsvikings. Ces guerriers professionnels vivaient dans les halls royaux, recevaient des paiements réguliers et juraient fidélité à leur seigneur. Mais contrairement aux Jomsvikings, les housecarls restaient attachés à un roi spécifique plutôt qu'à une confrérie indépendante. La garde varangienne de Byzance, composée principalement de guerriers scandinaves et slaves, offre peut-être le parallèle le plus proche. Ces mercenaires d'élite servaient les empereurs byzantins, formant une unité cohésive avec ses propres traditions et son code d'honneur. Comme les Jomsvikings, les Varangiens acceptaient des hommes de diverses origines pourvu qu'ils prouvent leur valeur au combat. La principale différence résidait dans leur permanence institutionnelle. La garde varangienne perdura pendant des siècles comme formation officielle de l'armée byzantine, tandis que les Jomsvikings disparurent après quelques générations. Les Berserkir et les Ulfednar, guerriers frénétiques qui combattaient dans un état de transe extatique, représentaient un autre type de guerrier d'élite viking. Les sagas les décrivent comme insensibles à la douleur, capables de prouesses surhumaines au combat. Mais ces guerriers individuels, aussi redoutables fussent-ils, ne formaient pas une organisation structurée. Ils servaient dans les armées ordinaires comme champions personnels de chefs puissants. Les Jomsvikings, au contraire, constituaient une force collective disciplinée, valorisant la tactique et la coordination plutôt que la furie individuelle. Les ordres chevaleresques chrétiens qui émergèrent plus tard, notamment les Templiers et les Hospitaliers, présentent des similitudes frappantes avec les Jomsvikings. Ces ordres militaires religieux combinaient vie communautaire, discipline monastique et excellence martiale. Leurs membres prêtaient des vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, renonçant aux plaisirs mondains pour se consacrer au combat. Le code des Jomsvikings, avec son interdiction des femmes dans la forteresse, son exigence de partage équitable du butin et sa prohibition des querelles internes, préfigurent étrangement les règles des ordres chevaleresques ultérieurs. Certains historiens ont suggéré que les récits des Jomsvikings, rédigés au XIIIe siècle, furent influencés par la connaissance contemporaine des ordres chevaleresques. Les auteurs islandais auraient projeté rétrospectivement sur leurs ancêtres vikings les structures organisationnelles qu'ils observaient dans l'Europe chrétienne de leur époque. Cette hypothèse reste controversée, mais soulève des questions intéressantes sur la construction de la mémoire collective et la mythification du passé. Au-delà de leur réalité historique discutable, les Jomsvikings incarnent certaines valeurs fondamentales de la culture viking. Leur code d'honneur strict reflète l'importance de la réputation et de la gloire posthume dans la société nordique. Un viking ne craignait pas tant la mort que le déshonneur. Mourir courageusement au combat garantissait une place au Valhalla et la mémoire éternelle dans les champs des Skalds. Les récits de Jomsvikings marchant stoïquement vers leur exécution après la bataille de Hjörungavágr illustrent cet idéal de bravoure inébranlable face à la mort. La fraternité masculine constituait un autre pilier de l'identité Jomsviking. Dans une société viking où les liens de parenté et de clan primaient sur tout,
les Jomsviking proposaient une alternative radicale, une confrérie choisie plutôt que subie, basée sur le mérite personnel plutôt que sur la naissance. Un homme de basse extraction pouvait rejoindre les Jomsviking et devenir l'égal de prince et de jarl, pourvu qu'il prouve sa valeur. Cette dimension méritocratique, inhabituelle dans une société profondément hiérarchisée, explique peut-être une partie de l'attrait durable de la légende Jomsviking. L'exclusion des femmes de Jomsborg a suscité beaucoup de commentaires. Cette règle peut être interprétée de diverses façons. Elle reflétait peut-être simplement les réalités pratiques d'une garnison militaire permanente, ou elle symbolisait le renoncement aux attachements familiaux qui pourraient compromettre la loyauté absolue envers la confrérie. Certains y ont vu une forme de sublimation homoérotique, la camaraderie masculine exacerbée remplaçant les relations hétérosexuelles ordinaires. Quelle que soit l'interprétation, cette exclusion marquait clairement la séparation entre les Jomsvikings et la société viking normale, où les femmes jouaient des rôles économiques et sociaux importants. Le paganisme militant des Jomsvikings les situait en opposition croissante avec l'évolution de la Scandinavie vers le christianisme. Dans un monde viking qui embrassait progressivement la nouvelle foi, parfois volontairement, souvent sous la contrainte, les Jomsvikings représentaient une résistance acharnée aux anciennes valeurs. Leur disparition coïncide significativement avec la christianisation complète de la Scandinavie au début du XIe siècle. On peut interpréter les Jomsvikings comme les derniers défenseurs d'un ordre ancien condamné à disparaître devant l'inévitable marche du christianisme européen. Les Jomsvikings occupent une place unique dans l'imaginaire viking, à mi-chemin entre réalité historique documentée et construction mythologique élaborée. Les sources contemporaines confirment l'existence de chefs militaires comme Thorkel le Grand et leur participation à des événements historiques majeurs. Les inscriptions runiques attestent de guerriers tombés dans les batailles mentionnés par les sagas. Les fouilles archéologiques révèlent l'existence de centres militaires et commerciaux importants le long des côtes baltes à l'époque concernée. Mais la confrérie monolithique décrite par les sagas, avec sa forteresse imprenable, son code d'honneur inflexible et ses guerriers invincibles, relève largement de l'embellissement littéraire. La réalité était probablement plus prosaïque. Des bandes de mercenaires danois opérant depuis diverses bases baltes, employés par différents seigneurs scandinaves selon les besoins du moment. Ces guerriers professionnels possédaient certainement des compétences martiales exceptionnelles et une certaine cohésion organisationnelle, mais ils n'étaient probablement pas l'ordre quasi-monastique décrit par les récits ultérieurs. Cette distinction entre fait et fiction importe moins que l'impact culturel durable des Jomsvikings. Qu'ils aient existé exactement comme les sagas les décrivent ou non, ils incarnent des valeurs et des idéaux qui résonnaient profondément dans la culture nordique médiévale et continuent de fasciner aujourd'hui. Courage face à la mort, loyauté envers ses frères d'armes, excellence martiale, honneur personnel inébranlable, ces thèmes transcendent les questions d'authenticité historique pour toucher quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Les Jomsvikings représentent aussi une période charnière de l'histoire scandinave, le moment où l'ère viking touchait à sa fin. Le monde qui les avait produits, celui des raids maritimes, du paganisme nordique et des royaumes fragmentés, cédait la place à une nouvelle réalité de royaumes chrétiens consolidés, d'armées féodales permanentes et d'intégration dans la chrétienté européenne. Les Jomsvikings étaient les derniers représentants d'un ordre ancien, condamné à disparaître mais refusant de s'éteindre sans gloire. Leur héritage perdure dans la culture populaire contemporaine, des romans historiques aux jeux vidéo en passant par les séries télévisées. Cette fascination moderne pour les Jomsvikings dit quelque chose sur notre propre époque, notre nostalgie d'un temps supposément plus simple où l'honneur personnel et le courage physique primaient surtout. Bien sûr, cette vision romantique ignore les réalités brutales de l'ère viking, la violence omniprésente, l'esclavage généralisé, l'espérance de vie courte. Mais les mythes ne se nourrissent pas de réalités historiques, mais de besoins psychologiques profonds. Au final, peu importe que Jomsborg ait été une forteresse monumentale ou un simple comptoir commercial, que les Jomsvikings aient été 300 guerriers d'élite ou 3000 mercenaires ordinaires. Ce qui compte, c'est qu'ils incarnent l'idéal du guerrier viking porté à son point culminant. Discipliné, courageux, loyal,
indifférents à la mort. Dans un monde viking qui valorisait par-dessus tout la renommée posthume et la gloire éternelle dans les champs des Skalds, les Jomsvikings ont réussi au-delà de toute espérance. 1000 ans après leur disparition, leur nom résonne encore, symbole impérissable d'une époque révolue mais jamais oubliée.